Chers auditeurs, ou devrais-je dire chers jurés, l'heure est grave. Je me présente à vous aujourd'hui devant ce tribunal improvisé pour défendre mon client, injustement attaqué depuis des mois. Je me ferai donc devant vous son avocat. Il y a quelques semaines, je pestais contre la piètre qualité du dernier volet de la saga Jurassic World, et rappelais notamment qu'il était bon de ne pas toujours écouter les producteurs quand ils voulaient faire des suites. Et bien quelques épisodes plus tard, je m'apprête à contredire mon propos et faire avec vous mon premier pas dans la schizophrénie. Rassurez-vous cependant, je vais tenter de garder mon objectivité sans aucune mauvaise foi, ce qui, vous le savez, est ma spécialité dans ce podcast. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une affaire délicate, celle d'un film dont tout le monde a parlé et qui a réussi à faire l'unanimité, mais contre lui. Une situation que je ne peux accepter. Alors, je n'irai pas par quatre chemins. Oui, je vous l'annonce dès maintenant. Joker Folie à 2 est un très bon film, pour ne pas dire excellent. Oui, vous avez bien entendu. Et même si je vois déjà se lever les sourcils de mon cher Bastien, ou devrais-je dire de monsieur le procureur général. Objection, non vraiment. Je maintiens mes propos devant cette cour de micro que vous semblez présider. Ce film est incompris par le public et injustement jeté en pâture. Mais je vous le dis avec force, c'est bien mon client, monsieur Phillips, qui a raison. C'est lui qui, par sa vision, nous éclaire. Et pas uniquement parce qu'il vend des ampoules connectées. Vous voulez des preuves de ce que j'avance ? Vous voulez des preuves de ce que j'avance ? Pas de problème, en voilà. Tout d'abord, comment pourrait-on sérieusement remettre en cause un film porté par des acteurs aussi incroyables ? Ai-je besoin de vous rappeler la carrière de Monsieur Phoenix ? Ai-je besoin de vous dire à quel point Madame Gaga est devenue en quelques années une artiste aussi accomplie devant les caméras que derrière le micro ? Ai-je besoin de souligner la beauté de la mise en scène de ce deuxième opus ? Ai-je besoin enfin, monsieur le procureur général, dont le regard assassin ne me fera pas taire, de vous rappeler à quel point défendre le cinéma d'auteur doit être porté haut ? Car oui, là est toute la nuance avec ce naufrage de dinosaures dont nous avons traité il y a quelques semaines. Nous sommes ici face à l'œuvre d'un auteur, que dis-je, d'un artiste ? Et nous devrions le condamner au ridicule parce que nous n'aurions pas compris son intention ? Non, tout cela n'est pas sérieux. Aussi, chers auditeurs, chers jurés, je vous demande de faire preuve de clémence à l'égard de mon client. Ne jugeons pas à la hâte un film simplement parce qu'il n'a pas été dans la direction que nous avions envisagée. Oui, c'est une comédie musicale. Oui, ça n'a aucun sens. Oui, on ne comprend rien à la narration. Oui, le changement de format d'image toutes les 5 minutes est insupportable. Et oui, évidemment, quand on fait un film centré sur la forme avant de faire le fond, ça devient n'importe quoi. Mais alors quoi ? Mon client doit-il pour autant croupir en prison ? Dans la même cellule que des criminels cinématographiques comme Lars von Trier, coupable d'un égo trip concernant, nommé Mélancolia. Bon, ça c'était gratuit, mais ça m'a fait du bien. Bref, je conclurai cet édito, que dis-je, cette plaidoirie, en vous demandant l'acquittement de mon client. Mais surtout en vous demandant à vous, monsieur le procureur général, les yeux dans les yeux, allez-vous trahir une si belle amitié entre nous ? Toujours condamner ce film que j'ai osé aimer ? Je ne peux le croire. Aussi, je vous laisse un instant pour réfléchir à votre verdict, un moment attendu que l'on nomme le générique. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouh, c'est un bingo! Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute vos conneries? Tu me veux, je suis là. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de TTPQ. Salut Bastien. Non mais j'ai plus envie d'être là, je veux rentrer chez moi. Tuez-moi, je vous en prie, faites quelque chose, sortez-moi d'ici. Bah écoutez, moi je suis ravi de vous retrouver. Bonjour à tous, je suis quand même heureux de vous retrouver, rassurez-vous. Bon, vous l'aurez compris, on est donc réunis ensemble pour parler d'un film controversé, on peut le dire. Joker Folie à 2, sorti le 30 octobre 2024. Ça va faire un an déjà, mine de rien. Un an déjà, ça passe si vite. Et oui, et un film, on peut le dire, qu'on a vu ensemble. Moi, je l'avais vu tout seul et je l'ai revu ensuite avec Histoire toi. de bien me torturer, oui, on l'a vu ensemble. Tout à fait. Je l'ai obligé à aller le voir. Mais on l'a revu, évidemment, chacun de notre côté pour préparer ce podcast. Okay. Donc, je l'ai dit, il s'agit de Joker Folie à 2, réalisé par Todd Phillips, qui n'a rien à voir avec la marque Philips, mais c'était trop tentant. Qui est sorti, je l'ai dit, le 30 octobre, qui dure 138 minutes. 138 longues minutes. 138 minutes. Qui a été réalisé avec un budget
qui est mesuré entre 190 et 200 millions de dollars pour un box-office qui a à peine dépassé les 200 millions. Il y a donc une justice. On peut donc dire que c'est un Monsieur l'avocat général. Merci. On peut dire que c'est un four, oui, clairement. Et surtout, c'est un film qui a réussi à faire l'unanimité vraiment contre lui, parce que quand il est sorti, il s'est fait déchirer par 95% de la critique, qu'elle soit publique ou presse, on est d'accord ? Oui, 95, c'est gentil, mais oui. non, il s'est fait quand même bien déchirer. Enfin, après, on aura l'occasion d'en parler pendant cet épisode, mais on va y à tort ou à raison, c'est tout le sujet du procès. Non, exactement. Donc, on va y revenir. Donc, quand même, je parlais du budget. Il faut quand même savoir qu'il a un budget 3 fois plus important que le premier film Joker. Absolument, ouais. Qui était sorti en 2019 et qui lui avait cartonné et avait été largement rentable, et que parmi les postes de dépenses les plus importants on retrouve le casting, je l'ai dit, Lady Gaga, Joaquin Phoenix, qui eux deux ont coûté 32 millions d'euros, et Todd Phillips qui a pris 20 millions. Donc, pour la suite. Donc c'est dire quand même qu'un gros coup du budget est centré sur le réalisateur et sur le casting principal. Tu sens que Warner voulait vraiment faire une suite. Clairement. Et qu'ils se sont dit, on va faire revenir l'équipe de base, on va mettre les billets, mais pour eux. Exactement. C'est incroyable. Et très vite, Todd Phillips a annoncé vouloir faire une comédie musicale. Je me souviens que les premières annonces avaient intrigué en même temps que le casting. Puisque... C'est pas le mot, intrigué. Non, mais voilà. En tout cas, ça avait surpris beaucoup de gens, et beaucoup de gens voyaient venir la catastrophe. Je ne faisais pas partie de ces gens, vous l'avez compris. Donc il faut quand même savoir que d'un point de vue des petites anecdotes intéressantes, je l'ai aussi mentionné dans l'édito, mais le film est tourné en partie en IMAX 70 mm, mais seulement sur 54 minutes, ce qui le classe dans la catégorie des films comme The Dark Knight de 2008, qui change de ratio d'image à peu près toutes les 5 minutes, ce qui est absolument insupportable, puisque notamment toutes les scènes de comédie musicale sont tournées en IMAX, ce qui n'est pas le cas de l'entièreté du film. Et personnellement, moi, je trouve ça extrêmement désagréable visuellement quand le ratio d'image change. Et le Dark Knight de 2008 avait aussi ce problème à l'époque, même si c'était moins chiant parce que le film était un chef-d'œuvre absolu. Oui, déjà. Déjà. Non, mais en plus, le ratio d'image, tu vois, tu m'en avais déjà parlé à la sortie de la séance, je me souviens. Et ça te gênait déjà à l'époque. Là, pour l'avoir revu ce matin, du coup, m'être fait violence pour vous, les amis. Pas pour toi, t'es plus mon ami. Et Vous avez dit que ça allait être le procureur général. Je suis obligé de le défendre. Non, mais plus sérieusement, c'est-à-dire que le ratio d'image, là, je l'ai vu, mais il m'a pas gêné. Dans The Dark Knight, il m'a pas gêné non plus, mais je l'ai plus en tête. Alors, je trouve que là, pour le coup, c'est plutôt bien géré, je trouve, le changement de format d'image. Pour une raison assez simple, on va pas faire trop technique, mais le format IMAX de Joker Folie à 2 n'est pas le même que The Dark Knight. D'accord. The Dark Knight, il est vraiment très grand, donc c'est-à-dire quand vous regardez basiquement sur un écran de télé, quelle qu'en soit la taille, vous n'avez pas du tout de bande noire. Là, sur le 70 mm IMAX de notre ami Todd Phillips, il y a encore une petite bande noire, ce qui fait que la démarcation est un peu moins grande. Absolument. Enfin bref, moi j'ai trouvé que je maintiens que c'est un truc qui est pas agréable. Très agréable. Le tournage a été assez compliqué, puisque très vite les rapports entre Todd Phillips et la production se sont durcis, parce que la production a vite senti que ça prenait une direction qui allait être compliquée, au vu ne serait-ce que des premiers retours quand l'annonce a été faite de la direction vers une comédie musicale. Donc la production a plus mis son nez dans le tournage que c'était le cas sur le premier film, et ça a un peu tendu les rapports, d'autant que Todd Phillips, il a un peu lâché le morceau sur rien, et notamment il a tenu à ce que l'intégralité des prises de comédie musicale soit enregistrée sur plateau. C'est-à-dire que quand vous entendez les acteurs chanter, la majeure partie des scènes, ils les ont chantées en live. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une bande-son. Voilà, une bande-son qui était diffusée. On diffusait la musique et on leur demandait de jouer, de chanter, et il y avait une prise de son réelle en plateau. Ce qui complexifie quand même assez le tournage, parce que souvent aujourd'hui au cinéma, il y a beaucoup, notamment les scènes musicales où en fait on fait de la prise de vue, mais le son plateau n'est absolument pas utile. Et lui, il voulait absolument que les comédiens chantent, et notamment parce que ça justifiait le fait qu'ils chantent pas très bien. C'est quand même aussi un des points du film, de faire une comédie musicale avec des gens qui chantent mal. Et il a fallu aussi faire comprendre très vite à Lady Gaga qu'il fallait pas qu'elle chante très bien non plus, puisqu'elle n'est pas censée être chanteuse dans le film, contrairement à A Star is Born, qui l'avait révélé, on va dire, aux yeux du grand public cinéma, j'entends, où elle jouait une chanteuse. Donc là, on l'avait prise pour ça. Là, on l'a pris vraiment pour ses talents de comédienne.
On aura l'occasion d'y revenir aussi. Donc voilà, grosso modo, ce qu'on peut dire sur la manière dont s'est tourné le film. Et on disait qu'il n'a pas marché. Ils estimaient que le seuil de rentabilité, parce qu'à chaque fois qu'on vous donne le montant des films, il n'y a jamais le montant marketing, parce que généralement ça fait un tiers en plus du budget. Donc ils estimaient qu'il fallait faire entre 375 millions et 450 millions pour vraiment être rentable. Bon, Aïe. On en est très très loin. Coup dur pour Guy. Puisque je vous dis, c'est arrêté à 207 millions au compteur box-office. Donc voilà, on peut dire que c'est vraiment un échec. Commercial. Un échec commercial. Mon cher Bastien, je vais te poser la question. Qu'est-ce que toi, tu attendais de ce film ? Est-ce que tu en attendais quelque chose ou pas ? Et du coup, quelle a été ta réception par rapport à tes attentes ? C'est une très bonne question. Je vous remercie de me donner la parole. Car moi, je ne vais pas du tout défendre ce film. Non, alors, en l'occurrence, le film a quand même des points positifs, hein, j'y reviendrai. Mais en termes d'attente, déjà, on a choisi ce film de le faire parce qu'on savait que c'était un sujet de discorde entre nous. Exactement. Et moi, j'ai accepté pour te faire plaisir, parce que je suis un mec cool. Et en termes d'attente, j'en avais aucune, parce que je trouve que le projet sentait des fesses dès le départ. Et plus sérieusement, j'en avais pas vraiment, car il n'y a rien qui m'attirait, en fait. Tout simplement, j'avais juste une curiosité presque morbide, un peu, pour le résultat. Mais rien ne m'attirait. Moi, Lady Gaga, j'ai rien contre elle en tant qu'actrice ni en tant que chanteuse. C'est une artiste accomplie, je pense, qu'elle plaise ou qu'elle plaise pas. En plus, je trouve qu'en termes d'actrice, elle est quand même plutôt douée. Elle est pas mauvaise du tout quand elle s'y met. Et à la limite, je trouve qu'elle collait bien au personnage d'Harley Quinn. Je faisais pas partie parce que tu avais une majorité de personnes qui, à l'époque, quand le projet a été annoncé, surtout quand le casting de Lady Gaga en tant que Harley Quinn a été annoncé, c'était Harley Quinn, c'est Margot Robbie, machin. Bon, pas du tout. Quand tu pars du principe que c'est la suite du film Joker, ce Joker-là, tu comprends très bien que ça va pas être la Harley Quinn des comics ou des séries et de toutes ces itérations. Du coup, mon avis général, c'est un peu ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que le film, il souffre d'une trop grande présence de chansons et d'un foutraque narratif, mais absolument imbuvable. Je trouve, pour moi, il y a 1000 fois trop de chansons. J'ai quand même calculé. Il y a en tout et pour tout, allez, on va arrondir 48 minutes de chansons dans le film. Sur un film de 2h15 quasiment, ça fait 30% du film. Et en plus, elles sont pas bien amenées, en fait. C'est là tout le problème que j'ai avec ce film. C'est-à-dire qu'à la limite, je veux bien entendre que le projet, ce soit une comédie musicale et qu'on fasse quelque chose de différent, peu importe les raisons. Cependant, putain, place-les bien, tes chansons. Place-les bien. Là, en fait, tout le côté intéressant du film de procès, parce que c'est pour ça que tu as fait cet édito de cette manière aussi, il faut le préciser. Évidemment. Et donc, tout le côté procès qui est super intéressant, le questionnement de la double identité avec Arthur, Joker, et puis, entre guillemets, Arthur Harley, machin, c'est super intéressant. Et c'est à chaque fois, ça monte, et tu dis, putain, c'est pas mal, en fait. J'aime bien le délire, j'aime bien ce qu'ils ont voulu faire. Et puis là, Joaquin Phoenix commence à chanter. Et là, tu te dis, non mais... Jesus Christ, arrêtez, je vous en prie, sauvez-le, sauvez-moi, c'est fini. Donc non, j'en avais vraiment un peu plein le dos, pour être poli, de toutes ces chansons qui, en plus, je trouve, ne sont pas bien. Au-delà d'être mal chantées ou pas, je trouve qu'elles sont pas bien. Objectivement, hein, c'est pas pour trash-talker et puis pour embêter mon avocat général préféré, pas que, en tout cas, mais vraiment, je trouve que oui, non, c'est une déception à ce niveau-là, enfin, à beaucoup de niveaux finalement. Et en plus, ce qui participe à ce côté déceptif, c'est que, tu l'as dit, le film, mais visuellement, c'est une claque, tu vois. Il est super bien filmé, même en termes de cadrage, de mise en scène. La photographie est folle. C'est Laurent Chier qui est chef opérateur sur le film. Il était déjà sur le premier. Et effectivement, on va y revenir, mais c'est un des gros points forts du film, la mise en scène et le travail de la lumière surtout. Oui, voilà, absolument. Et du coup, ouais, vraiment, mais déception totale. Et alors, Lady Gaga, je vais en parler vite fait. Je te jure, j'ai des trucs positifs à dire. Je viens d'en dire un peu, hein, un peu. Non, Lady Gaga, en plus, je l'ai trouvée, comme je disais, décevante parce que, au-delà de son jeu, que je trouve pas mauvais en soi, c'est surtout que j'ai pas vu son personnage. Pour moi, c'est pas Lee Quinzel, comme il l'appelle dans le film, parce que c'est pas Arlene Quinzel. Non, faut se démarquer aussi de ça. Donc c'est Lee Quinzel. Et moi, je ne vois pas son personnage. Moi, je vois Lady Gaga.
Je suis désolé, je trouve qu'on n'y croit pas, mais une seule seconde. En plus, on lui a dit il faut que tu chantes mal. Elle n'a pas très bien réussi, puisqu'elle chante très bien. Donc voilà, ça apporte pas grand-chose. Et je pense que on en a déjà longuement discuté à l'époque. Et là, en le revoyant, je l'ai encore plus senti. C'est un énorme pied de nez ou doigt d'honneur, au choix, aux fans du premier, et surtout un assez gros manque de respect pour ceux qui avaient apprécié le premier pour ce qu'il apportait artistiquement et en termes d'histoire. Là, c'est un pied de nez à tous ces gens qui ont trouvé que la fin du film précédent et que le personnage du Joker et ce qu'il racontait, en tout cas, était cool. C'est ça, on y reviendra un peu, je pense, pendant le débat. Mais voilà, donc beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Effectivement, je fais partie de ces gens qui ont trouvé que c'était un peu un pétard mouillé. Je suis navré, monsieur l'avocat général, mais là, votre plaidoirie n'aura pas suffi à me faire changer d'avis. Donc voilà. Bon, et toi alors ? Enfin, excuse-nous, on a plus ou moins compris, mais bon, développe un peu plus, je t'en prie. Non, mais pour le coup, moi, j'ai, comme tout le monde, très surpris de la direction vers une comédie musicale, parce que le premier film, c'est quand même un thriller, quoi, presque. Enfin, je veux dire, il y a un côté... il a un aspect psychologique. Voilà, c'est un film assez sombre. Dans mon bingo, c'était pas en haut de ma liste que ça allait devenir une comédie musicale, quoi. Surtout que le premier, en plus, se portait volontiers héritier d'un certain cinéma, d'une certaine décennie, en s'inspirant beaucoup des films style New York, New York ou Taxi Driver, tu vois. Évidemment. La valse des pantins, les gros classiques du genre. Non, mais clairement, ça a été comme pour beaucoup une surprise au départ. Bon. Après, moi, j'avais envie de croire à ce truc-là parce que, pour le coup, moi, je trouve que Lady Gaga, je suis pas du tout fan de ce qu'elle fait musicalement, c'est pas du tout des choses que j'écoute, mais moi, à chaque fois que je la vois au cinéma, je suis assez fasciné par cette comédienne. Je trouve qu'elle a vraiment un truc particulier. Donc ça, c'est mon avis. J'accepte qu'il soit pas partagé, y compris quand elle joue dans des mauvais films. Je pense au biopic qui a été fait sur Gucci, qui est un très très mauvais biopic dans lequel elle joue, et je trouve, avec Adam Driver, ils essayent de porter tant bien que mal le film et ils jouent très bien tous les deux. Donc moi j'avais envie de le voir, j'étais curieux. Après, effectivement, tu l'as un peu abordé, moi je pense qu'il faut aussi le replacer dans le contexte. À la sortie de Joker, le film a été acclamé pour l'aspect cinématographique, mais il a été très contesté sur le plan politique. C'est-à-dire qu'il y a une grosse récupération et certains ont accusé Todd Phillips d'avoir fait un film qui incitait à une forme d'anarchie, de guerre civile, de justifiant la violence, rendant ce personnage cool, essayant de lui donner une logique et je vais pas trouver le mot, ça va me revenir, mais voilà, essayons d'excuser son comportement, de le rendre légitime quelque part. Des raisons. Voilà, lui donner des raisons, des circonstances atténuantes. Voilà, c'est ça que je cherchais. On est vraiment en termes de procès. Totalement. Et puis voilà, il y avait un truc de lutte sociale entre un mec qui vient du bas et qui va se farcir le mec qui est le présentateur télé le plus famous de l'époque. Enfin, il y avait une logique. Et Todd Phillips, lui, quand il a vu qu'il y a eu cette grosse récupération, notamment aux États-Unis, mais pas que, il a assez fait vite dans les interviews, il a pris de la distance en disant non, moi je glorifie rien du tout, je raconte l'histoire d'un personnage. Et je pense qu'avec ce film-là, il a voulu répondre un peu à ça. La question qu'on peut se poser et que j'entends, c'est est-ce que vraiment il fallait qu'il fasse un film pour ça ? Moi, je crois pas. Je pense que c'était pas la meilleure solution. Mais quand tu regardes le film sous ce prisme-là, tu comprends un peu mieux, je trouve, son intention artistique. C'est-à-dire de rendre le Joker finalement et Arthur Fleck un personnage parce qu'à la fin du deuxième film, tu l'aimes pas, Arthur Fleck. Je dis pas que tu aimes le Joker à la fin du premier, mais il est glorifié dans le deuxième film. Il est pas du tout glorifié, le personnage d'Arthur Fleck. Au contraire, il est plutôt miséreux et on nous le montre comme un mec qui se fait allègrement manipuler et qui en fait contrôle pas grand-chose. Là où dans le premier film, c'était un peu lui qui lidait le truc. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, après le film là, Folie à deux, mais aussi en avant le côté un peu schizophrénique justement du personnage. Tout à fait. Et je suis d'accord avec toi, mais moi je trouve que le format comédie musicale, puisque c'est de ça dont tu parles au départ, pour moi n'est pas adapté. C'est ce que je disais, c'est que pour moi, et je suis d'accord avec toi, l'envie de faire une réponse en film à tous ces gens qui ont glorifié, comme tu disais, le personnage du Joker dans le premier film, leur montrer qu'en fait non, ça c'est pas bien, etc. Et de justement de contrebalancer
en massacrant et en maltraitant et malmenant ce personnage. C'est super intéressant comme idée. Moi, je trouve que l'exécution, mais il passe complètement à côté de même ce que lui voulait faire. Mais je suis d'accord, la comédie musicale s'y prêtait pas. Alors après, la comédie musicale, on va quand même parler un peu de ça. Il y a effectivement énormément de chansons. Je te rejoins sur le fait qu'il y en a sans doute trop, mais que ça pose un problème dans la continuité narrative. C'est-à-dire qu'il y en a certaines, on comprend pas pourquoi elles arrivent. Il y en a certaines qui sont, comme on le fait dans beaucoup de comédies musicales, qui sont liées directement, donc c'est des continuités de scènes. J'ai en tête la séquence par exemple où il regarde à la télé le fait que le procureur annonce qu'il va demander à ce qu'il ait la peine de mort, et donc là ça donne lieu à une séquence musicale, et à la fin de cette séquence musicale on revient au postulat de départ, se rendant compte que c'est un truc qu'il imagine. Bon, ça pour moi je trouve que c'est plutôt réussi parce que c'est ça qu'on attend. En plus, effectivement, c'est sur un plan séquence, donc, en plus c'est sur un plan séquence, mais effectivement il y a beaucoup de scènes où on a l'impression qu'ils ont tourné des clips et il fallait les mettre dedans. Donc ça, je te rejoins sur le fait que le film il a un problème il incorpore mal les séquences musicales à l'intérieur du récit. C'est presque un problème de rythme, ce qui est vachement paradoxal dans un film qui se revendique comédie musicale, ouais, c'est clair. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, moi je suis quand même sorti du film en ayant... ça a marché sur moi. Ouais, bien sûr. Que moi je me suis fait avoir par l'aspect artistique en fait. Je trouve que, on l'a dit, visuellement en termes de lumière, de réal, de mise en scène, de colorimétrie, de travail dans l'image, le film il est vraiment très très beau, et je trouve qu'il y a vraiment un gap entre le premier Joker et celui-là. Ah oui, le premier Joker il avait une vraie grammaire Taxi Driver, enfin je veux dire on retrouvait vraiment ce truc là et ça marchait. Mais là il a, qu'on le veuille ou non, ce film il a une vraie identité visuelle. Bien sûr. Et moi, je suis assez convaincu que ce film, il aura une rédemption dans quelques années et qu'il aura une autre vie. Peut-être que je me trompe, mais je pense que eu égard à justement son esthétisme extrêmement marqué, et comme on l'a vu souvent dans l'histoire, des films qui ont été vraiment pointés du doigt à une époque, qui ont une vie plus grande après, moi je pense que ça sera le cas. Notamment, et ça va dépendre de ce que va faire Todd Phillips dans sa carrière. Todd Phillips, quand il a fait Joker, c'était son premier film de ce genre-là, et ça a été marquant dans sa carrière. Oui, parce qu'il sortait de la trilogie Very Bad Trip. Exactement, si je dis pas de conneries. Clairement, on n'a rien à voir. Enfin, on est sur autre chose. Et en fait, pas mal aussi. Hein. Ah, mais c'est très bien aussi. Mais je veux dire, c'était surprenant de le voir faire Joker. Ah oui, c'est sûr que quand ils ont annoncé Todd Phillips pour réaliser Joker, personne ne s'attendait à avoir un film d'auteur. Voilà, on était plus surpris de voir Todd Phillips nommé à tête de Joker parce que c'est à peu près les mêmes époques que quand DC annonçait Matt Reeves pour The Batman, qui lui avait fait déjà du gros blockbuster. Et clairement, moi, je pense que en fait, ça dit aussi quelque chose de ce réalisateur qui a envie de faire plein de trucs différents et des genres différents. Et voilà, moi, à l'arrivée, je trouve qu'on a été très dur avec le film. Vraiment, je trouve que la critique, elle est excessive. Et quand je vois les films dont on a parlé en début de saison, qui, eux, font 800 millions et sont clamés comme étant « ouais, c'est pas si mal », bah, ça me fait un peu mal quand même. Parce que je trouve que, qu'on aime ou pas, il y a une prise de risque. Et il y a quand même beaucoup de sous-textes. On va y venir. Moi, je trouve que narrativement, il y a plein de trucs intéressants. Et voilà, donc c'est pour ça que je me suis mis évidemment à l'excès dans cette posture de le défendre, parce que c'était le cas déjà quand il est sorti. Et je pense que si vous ne l'avez pas vu, c'est un film qui mérite d'être vu. Il ne sera pas aimé de tout le monde, mais je pense qu'il a ce mérite-là. Ouais, je te rejoins. Moi, je trouve que c'est vraiment le côté musical qui gâche tout, parce que, comme tu l'as dit, il est mal, et comme je l'ai aussi un peu dit, il est mal dosé, il est mal amené, et il est incompréhensible, et je trouve qu'il alourdit la narration, et qui fait stagner en fait certaines choses qui devraient pas. Et puis toi, à la fin, en fait, tu devrais pas. En fait, c'est ça mon problème, je pense vraiment, pour conclure un peu sur mon avis général, c'est que tu devrais pas sortir du film, de ce film-là, d'un film comme ça, qui est une suite d'un film comme pouvait l'être Joker, même en étant complètement différent de son prédécesseur. Tu peux pas sortir du film en te posant des questions. Tu peux pas sortir du film en te disant mais est-ce que c'est vraiment bien ça ? Est-ce que c'est ce que j'ai compris qui s'est passé ? Ou est-ce que machin ? C'est bien de faire des films qui te font te poser des questions, tu vois, parce que je l'ai regardé et j'en ai parlé avec un collègue qui l'avait vu, etc. Et lui, il me disait, ah bah non, c'est comme ci, c'est comme ça, et ça veut dire ça, et puis à ce moment-là, c'est ça. Et moi, je lui dis, bah non, c'est pas ça que ça veut dire, moi, c'est ça que je prends, tu vois. Et j'ai dit, putain, c'est bien, parce que lui non plus n'a pas aimé le film, et on était plutôt du même avis globalement, et en fait, finalement, on le comprenait pas de la même manière. Alors, effectivement, c'est intéressant. C'est pas mal, mais je trouve que c'est le genre de film où tu devrais quand même avoir un postulat à la fin où tu te dis ok, c'est ça qu'il a voulu nous dire, c'est ça qu'il a voulu raconter, et c'est comme ça que ça se termine. Tu devrais pas avoir d'interrogation, et c'est un peu le cas, et je trouve ça un peu dommage.
Bon, on va y revenir quand on va détailler un peu le film. Donc, comment vous résumez ça pour commencer? Donc, c'est déjà le film s'ouvre sur un truc un peu particulier. C'est un espèce de court-métrage d'animation. Oui, ça, c'est un petit dessin animé, bien sûr, artistique qui va mettre en lumière ce qui va être le thème principal du film, à savoir l'idée que Arthur Fleck a une double personnalité, qu'il y a Arthur Fleck d'un côté, le Joker de l'autre, ce qui va être au centre de tout le film et notamment du procès. Donc on nous l'ouvre avec ce truc-là. Moi je trouve que ce dessin animé il est très sympa esthétiquement, ça fait référence à des cartoons des années 80-90, c'est plutôt sympa. Moi j'ai bien aimé ce parti pris, même si finalement ça a le même problème que la comédie musicale, c'est-à-dire c'est posé là, on ne sait pas trop pourquoi. Moi je l'ai pris comme un dans les épisodes précédents. Oui, finalement le dessin animé reprend la dernière scène de Joker 1 quoi. C'est un peu ça, mais voilà, c'est plutôt sympa. Et ensuite on va découvrir donc Arthur qui est enfermé à l'asile d'Arkham, et donc on va nous montrer pendant le premier quart d'heure grosso modo sa vie en tant que prisonnier en attente de son procès, de son jugement, puisqu'on comprend qu'à ce stade-là, il ne sait même pas ce qu'il encourt, puisque le procureur général, qui est le personnage d'Harvey Dent, n'a pas encore annoncé ce qu'il comptait demander comme jugement. Donc on va le voir un petit peu, finalement, dans un... très différent de ce qu'on a vu dans le premier film. On rappelle qu'à la fin du premier film, il est porté en héros par la foule, et là on le retrouve évidemment démaquillé, dans un état physique très dur, ce qu'on avait déjà vu dans le premier film, et là on le voit, notamment son omoplate, il y a un travail qui a été fait là-dessus qui est plutôt intéressant. Et il est vachement plus maigre, il était déjà pas épais. Voilà, il est très maigre, on le voit affaibli, il a le teint extrêmement terne, tous les gardiens de prison qui essayent d'être plus ou moins proche de lui, essaye de lui soutirer des blagues, il en donne pas. Enfin, on sent qu'on a affaire à un personnage qui est malheureux, et donc c'est ce qu'on va nous présenter au départ. Et puis très vite vont arriver deux choses, c'est que il va avoir un rendez-vous avec son avocate pour justement préparer ce procès. En gros, elle lui explique qu'elle elle veut plaider le discernement, c'est-à-dire la schizophrénie. Tu as deux personnalités, il y en a une que tu contrôles et une qui prend le contrôle, donc Arthur d'un côté et le Joker de l'autre. Et donc ça va être un petit peu sa ligne de défense, et on le comprend assez vite. Donc elle l'emmène voir une psychiatre qui... c'est une psychiatre qui vient effectivement pour l'interviewer, pour justement décider de voir... Et donc elle commence à parler avec lui, puis elle essaye, à un moment elle lui dit: est-ce que je peux parler au Joker et pas à Arthur? Enfin voilà, il y a une espèce de mise en scène comme ça. Mais va venir dans ce narratif arriver un grain de sable qui va être donc le personnage de Lee, qui est joué, on l'a dit, par Lady Gaga, qui est internée aussi dans cet asile d'Arkham, mais dans une autre aile. On voit bien que c'est très séparé, et elle participe à une chorale. On comprend que il y a des ateliers sans doute liés à de la réinsertion, et le moment où il va voir son avocate, il va la croiser, l'apercevoir dans une salle, et là ils vont avoir un eye contact, quoi, et on comprend bien qu'il se passe un truc, puisque au moment où il passe devant la salle, elle en sort et elle lui fait le geste de se tirer une balle dans la tête, chose qu'il avait déjà faite lui-même dans le premier film. Donc ça fait écho à ça, et donc ils vont se rencontrer, et puis on va réussir à le faire, le gardien de prison va réussir à l'intégrer dans ce truc de cette chorale, et donc les deux personnages vont commencer à échanger, et on va se rendre compte qu'elle est fascinée par lui en fait. C'est vraiment, elle le porte elle aussi comme un héros, et elle a l'air d'être absolument ravie de le rencontrer, de le côtoyer. Et en fait elle va venir amener quelque chose de très différent, c'est-à-dire que elle va, à l'inverse de la psychiatre, essayer de le convaincre qu'il n'y a pas Arthur et le Joker, qu'il est uniquement le Joker. Et donc lui va se retrouver balancé pendant tout le film entre ces deux points de vue-là, son avocate d'un côté et Arline de l'autre, Lee en l'occurrence, dont il va tomber amoureux très vite, puisqu'on met aussi ça en avant, que c'est un personnage très solitaire. C'était déjà le cas dans le premier, mais c'est remis encore ici en avant. Et donc on va avoir finalement toute cette phase de préparation et de procès, puisque le procès prend un bon tiers du film quand même, je dirais c'est le dernier tiers, quoi, le dernier acte. Oui, en plus il commence le procès, je te dis, ça fait pas 1 heure de film, donc oui, ça commence assez tôt finalement. Et donc jusqu'au procès, on va arriver à ce truc de comment est-ce qu'il va s'en sortir, et quand le procès va commencer, on va confronter ce personnage-là, donc qui est à la fois Arthur, à la fois le Joker selon les moments,
Et face à ce qu'il a commis, donc Harvey Dent lui va demander à ce qu'il soit condamné à mort, et pour étayer sa volonté, il va faire venir à la barre tout un tas de témoins qui sont issus du premier film, et ça c'est plutôt un truc que moi j'ai trouvé chouette de revoir. Oui, il y a une vraie continuité. On va revoir Puddles, on va revoir sa voisine, on va revoir la psy de la fin du film, psychiatre qui s'appelle Kane d'ailleurs, c'était son nom de famille dans le premier film. Donc voilà, grosso modo, voilà ce qui va se passer dans ce film. On reviendra sur la fin un peu après. Il y a juste un truc, parce que c'est vrai que je l'ai pas dit en termes d'avis général, un truc positif que j'ai trouvé, c'est la relation quand même de départ entre Lady Gaga et Arthur. Wow. Merci. Lady Gaga. Et oui. Et Arthur, c'est que quand tu connais un peu les comics, l'univers Batman, ce genre de choses, t'as ce postulat où le Joker manipule la psychiatre, Harleen Quinzel, donc. Elle a un syndrome de Stockholm, entre guillemets, avec lui, et en fait, c'est lui qui l'emmène, qui l'attire vers le bas, finalement. C'est lui qui l'enroule. Et là, en fait, c'est complètement inversé. C'est-à-dire que je pense que je peux dire ça comme ça, c'est un syndrome de Stockholm inversé, puisque lui tombe follement amoureux d'elle, dans son entièreté. Totalement. Et elle, en fait, est complètement, tu l'as dit, fascinée, obsédée presque, par le personnage du Joker et ce qu'il représente. Et du coup, j'ai trouvé intéressant le fait d'inverser les rapports entre les deux personnages dans cette itération-là. J'ai trouvé que ça, c'était plutôt une très bonne idée, je dois l'avouer. Bon alors, à partir de là, qu'est-ce que tu retiens, toi, comme scène majeure, comme élément marquant, en positif comme en négatif, j'ai compris qu'il y avait plus de négatif que de positif. Oui, non, c'est quoi les ça, éléments je vais pas qui, toi, t'ont marqué, où tu t'es dit, ça, voilà, c'est un truc que je retiens. Je ne ferai pas d'édito au vitriol. au vitriol, voilà, en plein épisode, pour dire à quel point j'ai pas aimé. Je pense que tout le monde l'a compris. Mais voilà, non, comme je l'ai dit, il y a des choses positives. Moi, là, j'ai retenu quelques trucs. J'ai beaucoup aimé, justement, tu l'as dit, qu'il y avait des moments donnés où pendant le procès, Arthur est Arthur et Arthur est le Joker, et en fait il devient le Joker à partir du moment où il vire son avocate finalement. Et j'ai beaucoup aimé justement la scène où il fait un peu pas sa plaidoirie, mais il interroge un témoin, machin, et en fait après il est assis et il imagine, c'est comme ça que je le vois, puisque de toute façon il le fait pas vraiment. Et en fait, il se met à chanter, déguisé en Joker, du coup, et il se met à taper Harvey Dent, à agresser le procureur général, désolé Bastien. Et, le procureur, c'est Harvey, hein. Alors, c'est le juge, pardon. Le juge, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. Et etc. Et il finit par se tirer une balle. Et donc là, le jeu de lumière sur un fond complètement rouge. La façon qu'a de chanter et de bouger Joaquin Phoenix dans le film est assez folle, et là dans ce moment-là particulièrement je le trouve très inquiétant, et je trouve que la scène fonctionne excessivement bien, je suis forcé de l'admettre, donc celle-là je l'ai beaucoup retenue. Faut dire que la plupart des numéros musicaux avec Lady Gaga sont plutôt en fait c'est le problème de ce film, c'est que c'est très visuel, c'est-à-dire que moi tu vois, je trouve que les chansons alourdissent le récit, mais, et tu l'as dit, on dirait des clips en fait, et c'est tellement travaillé que visuellement ça marche quand même, tu vois. Et il y a notamment un numéro musical encore que je retiens beaucoup, c'est celui où Phoenix se met à faire des claquettes. Justement, je crois que c'est c'est dingue. Je crois que c'est celui qui suit celui que j'ai dit précédemment. Et puis sinon, le plan séquence qui suit l'explosion du 3e acte. Je trouve que voilà, dès qu'il y a un plan séquence, je suis tout fou. Donc évidemment que j'ai beaucoup aimé ce moment. Donc voilà, oui, j'ai beaucoup clasher les numéros musicaux du film, mais dans ce que je retiens, c'est ces deux scènes-là particulièrement. Je trouve qu'après, c'est un film de procès, donc c'est assez vide en termes... c'est assez vide. C'est assez posé en termes de mise en scène. T'as quatre angles, on va dire, principaux, et puis tu les revois au fur et à mesure, et puis après t'as le montage qui fait tout, donc voilà, ça marche bien, mais c'est vraiment ces trucs-là que j'ai retenu le plus. Et toi, du coup ? Vu que tu as beaucoup aimé, tu as dû retenir pas mal de trucs. Pour le coup, moi, au-delà des scènes, ce que je retiens, et là, je suis pas du tout d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure, enfin, j'ai pas le même point de vue. Moi, j'ai aimé que le film me laisse plein de questions. Et en fait, moi, j'aime bien les films qui ouvrent la porte à théoriser. Et ce film-là ouvre la porte à 1000 théories. Il existe des tas de théories sur ce film. Et moi, c'est ça qui m'a plu. C'est-à-dire que même si je te rejoins sur le fait, et je l'ai dit, que les scènes musicales sont assez mal amenées, il y a une partie des scènes musicales qui sont totalement fantasmées par Arthur,
Mais il y a une partie des scènes musicales qui sont mi-fantasmées, mi-réelles. Je pense au moment où ils essayent de s'évader, tous les deux, parce que finalement, on voit bien dans une séquence un peu plus tard que oui, ils ont bien essayé de s'évader tous les deux, puisqu'on voit la presse, on voit le journal dans lequel il est marqué. Et en chantant. Ils ont essayé de s'évader en chantant. Ça, pour le coup, c'est même dit. Exactement. Vocalement. Que pendant cette interview, puisqu'à un moment donné, donc, il donne une interview à un journaliste juste avant son procès, après avoir appris qu'il était menacé d'être condamné à mort. Et il se met à chanter aussi pendant cette séquence-là. Et la manière dont c'est fait, moi j'ai l'impression qu'il se met vraiment à chanter, qu'on n'est pas dans un truc imaginé. Et en fait, moi c'est ça que j'ai aimé. C'est-à-dire que le film, il te perd quand même beaucoup sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et il y a pas mal de théories. Moi, il y en a une qui m'a travaillé pendant les premières fois que j'ai vu le film. Et là, quand je l'ai revu, je l'ai regardé avec ce prisme-là. Ce qui m'a démontré que cette théorie ne fonctionnait pas dans son entièreté. Mais moi, je pense que en réalité, le personnage de Lee, moi, j'ai eu un moment l'idée que en fait, le personnage n'existait pas du tout. Oui, mais moi aussi. Sauf qu'en fait, ça marche pas, puisqu'on a des éléments qui nous le démontrent. Mais je pense qu'il y a le personnage n'existe pas tout le temps. Je pense qu'il y a une partie des scènes dans lesquelles il imagine des choses dans les séquences musicales, mais pas que. Et je pense qu'en réalité, il y a des moments où le personnage, tel que lui et tel que le film nous le montre à travers son regard, n'existe pas. Et moi, j'aime bien cette idée-là parce qu'en réalité, moi, je trouve qu'à la fin, ce qui ressort, c'est que le Joker en tant que tel, on nous fait comprendre que c'est une invention d'Arthur Fleck, puisque quand on viendra sur la fin, on verra comment se termine le procès, en tout cas ce qui reste du procès. Et je trouve intéressant le point de vue de se dire qu'en réalité, Lee, dans ce film-là, ce n'est que la version, la projection que lui fait du Joker. C'est-à-dire que non seulement elle l'entraîne à être le Joker, mais lui comment dirais-je, l'imagine et le montre à travers le film au spectateur comme voilà ce qu'est le Joker. C'est-à-dire que cette histoire de dédoublement de personnalité, là je reprends ce qui est montré dans l'intro en dessin animé, on voit en fait dans le dessin animé, on le voit lui d'abord dans sa loge en train de se maquiller, puis il y a son ombre qui lui casse la gueule grosso modo, et c'est son ombre qui se maquille et qui va à sa place. Son ombre étant donc l'image du Joker, et lui étant l'image de Arthur, le gentil qui a rien fait de mal. Et pour moi, il y a un peu, c'est ça qu'elle symbolise, Lee, dans ce film-là. C'est-à-dire, elle symbolise son invention du Joker. Alors, après, c'est ma théorie, hein, j'ai un petit peu regardé, il y en a pas mal. C'est une théorie qui est partagée par certains. Cette idée que, en réalité, elle est juste symbolique, elle. Et qu'une partie des scènes dans lesquelles, moi je pense à la scène où ils couchent ensemble, par exemple, pour moi cette scène n'existe pas. Elle n'existe pas, il est en isolement, elle peut pas y aller. Je pense que la dernière scène dans les escaliers, elle n'existe pas. En tout cas, je pense que le personnage n'est pas là à ce moment-là, que lui y est, mais pas elle. Donc voilà, il y a plein de choses sur lesquelles je pense que le film volontairement crée une ambiguïté. Après, effectivement, cette théorie, je répète, hein, je détiens pas la vérité. Non, mais le pire, c'est marrant que tu dis ça parce que c'est ce que j'ai un peu dit quand je parlais de mon avis général, c'est qu'il y avait des choses intéressantes, notamment la question de la double identité avec Arthur Joker, mais aussi, je l'avais mentionné, entre Arthur et Lady Gaga, Lee. C'est-à-dire que je te rejoins, mais je trouve que c'est trop fouillis, tu vois, parce que je trouve que c'est une suite d'un film. Tu peux pas faire ça en suite de films comme ça. Tu peux pas. Moi, je trouve que ça ne marche pas. J'ai pas trop de mots là parce que j'ai déjà un peu déroulé sur ce qui me gênait. Mais disons que même si je suis d'accord, parce que ce questionnement de la véracité et de l'existence de Lee, mais c'est obligatoire que tu te la poses pendant tout le film. Sauf que non, parce qu'on te dit oui, en fait, elle est comme ci, elle est comme ça, puis elle parle aux journalistes, donc elle existe. Exactement. Maintenant, moi je pense que c'est tout con, c'est que en fait, il fantasme toute sa vie avec elle, c'est-à-dire que tous les trucs, tous les moments intimes, il les fantasme. Je suis pas certain qu'elle lui ait vraiment déjà parlé, en fait. Ouais, peut-être qu'il y a de ça. Moi, je trouve parce que même, tu vois, si la scène de l'isolement n'a pas eu lieu, si on va dans ce sens-là, la scène où elle lui dit qu'elle est enceinte, elle n'a aucun sens. On est d'accord. Mais surtout que moi, je trouve que ce qui étaye ce truc, cette logique-là, même si je te rejoins sur le fait que ça manque de lisibilité, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'éléments, et ça, c'est un truc que je te rejoins qui est assez désagréable justement dans un film, c'est quand tu sens qu'il y a des choses qui sont difficiles à comprendre, mais que le film, en y réfléchissant, te donne les clés de compréhension.
Là, il les donne pas, puisque c'est difficile de savoir clairement ce qui est vrai, ce qui est faux. Si on prend un exemple très connu, Inception, dans Inception, on a des totems qui nous permettent de savoir grosso modo où est-ce qu'on se trouve dans le film. Il y a un totem très visible qui est en fait pas le bon, et il y en a un qui est un peu plus caché et qui nous permet de comprendre le film. Je dirais pas ce que c'est si vous l'avez jamais vu, ça m'étonnerait, mais enfin on sait jamais. Si c'est ce que je pense, je crois que ça a été validé par Nolan. Ah, alors moi j'avais vu l'inverse, moi, tu vois. Moi j'avais vu qu'il avait dit qu'il. Bon, en tout cas, mais justement, je pensais aussi à Inception. Et je trouve que là, ça manque. Je te rejoins. Mais en même temps, je pense que. Enfin, c'est mon idée. Je pense que c'est une volonté de Todd Phillips. Oui, parce que le personnage est justement schizophrène et que le personnage est un flou artistique. Donc je pense qu'il a voulu traduire ça jusque-là. Est-ce que c'est bien ou pas? Ça, on peut en débattre. Mais moi, je pense que c'est son idée. Et ce qui, pour moi, valide l'idée que tu as énoncée là, que en fait, il fantasme l'essentiel de ce qu'il existe avec elle, c'est sa dernière réplique à elle. Parce que, même, on racontera la fin en détail tout à l'heure, mais à un moment donné, ils se retrouvent tous les deux et lui, il veut partir avec elle. Et elle lui dit on ne pouvait partir ensemble que dans l'imaginaire. Oui. Et donc, ça veut bien dire que ce truc-là n'est pas réel. Pour moi, cette lecture, elle est là. Après, effectivement, c'est pas très clair, mais je trouve que ça se justifie de par le personnage dont on traite. En tout cas, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je trouve qu'on a vraiment été extraordinairement dur avec ce film, alors qu'il a quand même une cohérence. Même s'il n'est pas parfait, loin de là, autant parfois je suis dithyrambique à l'excès, il a des défauts, ce film, il en a plein. Mais je trouve que le ratio de tout ce qu'il a pris dans la gueule versus ce qu'il est réellement, je trouve qu'il y a vraiment un décalage. Ouais, mais c'est le problème avec les suites de succès qui rassemblent et la critique et le public. C'est toujours pareil. Oui, mais quand même, globalement, enfin, je veux dire... Après, en fait, je pense que ce que les gens n'ont pas aimé, c'est ce que je te disais, c'est qu'il y a un côté où on t'a pris un peu pour un con. C'est-à-dire que, ok, tu fais une suite, donc forcément qu'il y a des attentes qui sont monstrueuses pour la plupart des gens qui... Enfin, peu importe, sans parler du côté politique du premier, oui, et ce genre de choses. Et le truc, c'est que là, Todd Phillips, moi, ma lecture, c'est ça, c'est qu'il l'a fait pour justement... c'est marrant, ça me fait penser à ce qu'on avait dit sur Astier, sur Kaamelott, c'est que je vais là où les gens ne m'attendent pas. Tu vois, oui, mais j'entends, mais je trouve qu'à un moment donné, c'est un peu se foutre de la gueule du monde. Je suis d'accord. Et tu vois, je reprends ton exemple d'Inception, même sans parler de si est-ce que la fameuse théorie des deux totems est réelle ou pas, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, on te laisse choisir ta fin. Et je trouve qu'il y a une différence entre te laisser le choix de comment tu as compris tout ce qu'on vient de te montrer et, comme tu l'as dit, ne te donner aucune clé pour choisir comment comprendre le film, tu vois. Oui, je comprends là, ce que tu veux dire. Moi, c'est pour ça, en fait, je me suis pas senti trahi, attention, hein, comme j'ai dit, j'attendais pas le film spécialement. Et le pire, c'est que dans ce que tu dis, je suis d'accord. C'est juste que sur moi, et je reprends un peu la façon que tu as de t'exprimer des fois, c'est que sur moi, ça n'a pas fonctionné, Guillaume. Mais je comprends. Et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est ça qui me frustre, en fait. C'est que le film, il y a un vrai truc. Il y a quelque chose. Et en fait, j'ai l'impression d'être un gros teubé. Et je déteste ça, tu vois. Tu vois, c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast ensemble. C'est parce que je sais bien que toi, il y a de la bonne foi dans le fait que t'aies pas aimé. Moi, c'est aussi pour ça que j'étais content d'en parler. Moi, je trouve que le film, pour avoir lu beaucoup de critiques et en avoir regardé de diverses critiques, qu'elles soient professionnelles ou semi-professionnelles, dirons-nous, il y a des gens qui n'ont pas aimé le film de pleine mauvaise foi. Et c'est là où je suis d'accord avec toi. C'est là où je trouve que le film il a été jugé de manière excessive. Maintenant, je répète, le film il n'est pas parfait, mais je pense qu'il mérite d'être vu. Et ce que tu dis là, peut-être que dans quelques années, ce film il aura une autre lecture, peut-être parce que des gens justement vont venir théoriser des choses intéressantes dessus qui nous permettront de le voir différemment. Peut-être qu'un jour, Todd Phillips nous donnera des clés de lecture. C'est arrivé par le passé que des réals soit valident des théories qui popent à droite à gauche, soit viennent apporter des choses. J'en sais rien là, j'extrapole, mais je pense qu'il aura je théorise, mais je pense qu'il aura peut-être droit à ce truc-là, ce film-là, et je pense que Todd Phillips dans quelques années, parce qu'il s'est assez peu exprimé depuis sur ce film-là, ce qui est normal quand c'est une catastrophe industrielle d'un point de vue des résultats. C'est rare que les réalisateurs viennent au front dans les années qui suivent, mais je pense que dans quelques années, il en parlera et on aura peut-être aussi des éléments qu'on n'a pas là. Et je maintiens que c'est quand même un film qui a une vraie proposition. Et je l'ai dit un peu en rigolant dans l'édito, mais en vrai pas tant. C'est une vraie proposition d'auteur quand même. Et le mec, il est venu, enfin,
moi, je trouve ça courageux de venir faire une comédie musicale, quoi. Tu savais très bien qu'en annonçant ça, t'allais perdre effectivement le public de base. Et je suis totalement d'accord avec toi. Tu faisais référence à Astier quand tu en parlais tout à l'heure. Je pensais à ça, à la discussion qu'on a eue quand on a fait KV1, Kaamelott premier volet du coup. C'est effectivement, il y a une volonté chez certains artistes de vouloir toujours prendre le contre-pied, ce qui est parfois agaçant. On l'a dit pour Kaamelott premier volet, surtout moi qui suis un aficionado, c'est un truc qui finit par m'agacer parfois. Mais en même temps, je peux pas non plus condamner ça parce qu'il y a une volonté artistique. Et on va pas faire de parler entre les deux films, ils n'ont rien à voir. Mais je me dis au moins le gars il a fait un truc. Et quand je vois les kilomètres de films génériques qu'on se tape de films de producteurs, ça c'est pas un film de producteur. Et au moins, je pense qu'il mérite qu'on salue ce truc-là. Je te rejoins. Ta plaidoirie est bien meilleure que celle d'entrée. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. En vrai, oui, je peux pas me plaindre de tout ce générisme ahurissant qu'on subit au cinéma ces dernières années en termes de blockbusters et de gros succès commerciaux. Et de l'autre côté, dire ouais, enfin, il a fait un peu branlette le film là quand même, tu vois. Donc non, je te rejoins. Alors, je sais pas à quel point le film reprendra du galon dans le futur. On verra bien ce qui se passera. Mon deuxième visionnage de ce matin a été beaucoup plus agréable que le premier malgré tout. Globalement, j'ai juste cette frustration de... Moi, j'aurais voulu vraiment... Moi, je m'attendais bêtement à un film sur... Voilà, on va voir la suite. Qu'est-ce qui va arriver au personnage ? Le procès, ça aurait été super intéressant, mais totalement. Tout est cassé. Surtout qu'on aime les films de procès, toi et moi. Donc, j'en ai pas vu tant que ça, mais je trouve... Tu vois, là, dans un lore comme ça, je trouve que c'est intéressant. C'est pas commun de traiter le Joker de cette manière. C'est dommage. Mais voilà, après oui, on aime... Enfin, au milieu de tous ces films de producteurs, ça, c'en est pas un, tu l'as dit, et effectivement, peut-être qu'il a, plus que se foutre de la gueule des fans, il a peut-être voulu justement faire un gros doigt d'honneur aux producteurs en leur disant écoutez, c'est comme ça que je veux faire et je vais aller. Vous voulez me faire une suite que je ne voulais peut-être pas faire complètement à la base, je vais la faire parce que vous m'avez bien payé, mais je vais vous le faire payer pour de vrai, peut-être. Bon, on va quand même raconter la fin. Bien sûr, bah oui, comment ça se termine. Comment ça se termine. Donc, vous l'avez compris, il y a un procès avec un twist à un moment, puisqu'il va donc virer son avocate et prendre sa place. Et en gros, ce moment-là fait la bascule entre je sépare Arthur du Joker à je suis le Joker, point barre. Donc, il va interroger des témoins, tu l'as dit, notamment Puddles. Là, c'est une séquence qui est vraiment, très bien. Vraiment bien parce qu'il est toujours sur la ligne jaune, quoi. C'est assez malaisant, on peut le dire. Et finalement, arrive la fin du procès. Donc, il y a un réquisitoire du procureur général qui demande au juré de le condamner à mort pour l'ensemble de son œuvre. Et on lui donne la parole et lui, il refuse de prendre la parole. C'est-à-dire que lui, il dit non, la défense a fini. Donc, il ne se défend pas. Il se contente de dire le procès suffit. Normalement, avec ça, vous devez me laisser partir. Et au moment de la délibération du jury, il va avoir un moment quand même, il va parler devant les jurys, il va prendre une chaise, il va s'asseoir devant eux avec un micro. Et là, il va finalement changer une dernière fois d'avis et dire mais en fait, le Joker, il n'existe pas. C'est moi qui ai fait. Et là, il va... faire effondrer totalement à la fois la défense de son avocate d'origine, mais à la fois l'image que Lee projette de lui. C'est-à-dire que tous les autres. Et que tous les autres. Donc à ce moment-là, il reconnaît que le Joker, c'est une pure invention de son esprit et qu'en aucun cas il existe ou il a pris le contrôle et c'est bien lui. Et il va aller plus loin, parce qu'il va même avouer un 6e meurtre, celui de sa mère, dont la justice n'était pas au courant, puisque sa mère est morte dans un hôpital, donc on a mis ça sous le coude, elle est morte de sa maladie. Et donc il va le reconnaître devant le tribunal. Et finalement, au moment de la sentence, une bombe explose à l'extérieur du tribunal. Ce qui fait qu'il va pouvoir se libérer. Je trouve que d'ailleurs cette séquence visuellement elle est très très agréable. Tu l'as dit, c'est un plan séquence où on passe de l'intérieur à l'extérieur, et tous ceux qui ont déjà tourné un truc dans leur vie, ça fait à quel point c'est compliqué de passer de l'intérieur à l'extérieur pour filmer. Et donc il va sortir dans l'espèce de... Ça fait vraiment écho, moi en tout cas je l'ai vu comme ça au 11 septembre. Enfin clairement, il marche au milieu d'une grande ville dans la fumée, les débris et tout. Il est couvert de poussière. Et puis il y a un des mecs déguisés en Joker, parce que devant le tribunal, on ne l'a pas dit, mais il y a des manifestations permanentes de soutien, qui va l'embarquer dans une bagnole et ils vont partir ensemble, ils vont entre guillemets échapper aux flics
qui sont même pas encore au stade de le rechercher. Et finalement, il va sortir de cette voiture et il va retrouver dans le fameux escalier célèbre du premier film, devant son appartement, enfin devant l'immeuble en tout cas, Lady Gaga, pour lui dire ça y est, je suis libre, on s'en va quoi. Et elle lui dit cette fameuse phrase, non mais on va nulle part. Il n'y a plus de Joker. Il n'y a plus de Joker, on ne pouvait partir que dans l'imaginaire. Et donc elle va lui dire au revoir, le laisser là. Et on a un nuage de voitures de flics qui arrive en bas de l'escalier et le film se termine là-dessus. Donc non, j'ai oublié. Ah bah non, oui, bien sûr. Oui. Tout de même. Oh là là, j'allais faire des bêtises. Donc il se fait arrêter et il y a un petit épilogue. Et voilà, il y a un épilogue. Pendant tout le film, on nous montre de manière plus ou moins prononcée quand il est dans Arkham, que ça soit quand il mange, que ça soit quand il est dans la salle commune, qu'il y a un personnage qui l'observe de loin. Régulièrement, on le voit. Là, j'ai fait un peu attention. On le voit plein de oui, on le voit beaucoup dans le fond, en arrière-plan flouté et tout. Et en fait, ce personnage-là a l'air d'être assez fasciné par le Joker. Et donc, à la fin, il est donc en prison. On comprend qu'il a été donc de nouveau arrêté et qu'il attend sans doute l'exécution de sa peine puisqu'il a été condamné, enfin reconnu coupable jusqu'à l'explosion des premiers chefs d'accusation. Et il y a un flic qui vient le chercher et qui lui dit viens, il y a quelqu'un qui t'attend au parloir. Et donc il se dirige dans le couloir du parloir, le flic prend de l'avance, le laisse tout seul et arrive ce fameux mec qui vient lui dire j'ai une blague à te raconter et qui va finalement le poignarder et le tuer. Et dans le fond, en contre-champ encore une fois, pendant que Arthur est en train de se vider de son sang et de mourir, parce qu'on le voit mourir littéralement, il est en train de s'ouvrir les lèvres pour former un sourire, ce qui fait évidemment écho à Heath Ledger dans le Dark Knight. Bon, est-ce que ça c'était utile ? Je ne pense pas. C'est en fait, au-delà de Heath Ledger, le Dark Knight, c'était plus sa façon de conclure en disant il a créé quelque chose qui est plus grand que lui. Exactement, ça c'est intéressant. Et il y aura toujours un Joker de toute façon. Et ça rejoint un peu l'idée des comics. Il y aura toujours un Joker. Dans les comics un peu modernes, il me semble, il y a un peu cet élément-là de dire mais le Joker en fait a toujours été là, un peu à la manière du clown de ça. Et puis pour moi, il y a là, c'est ma lecture, mais il y a un vrai écho à Batman qui n'est absolument pas présent ni cité dans cet univers. Il n'existe pas. Mais le Batman, il y a un peu ce truc de c'est un symbole avant d'être une personne. Et en fait, c'est absolument ça, oui. On reproduit ce schéma-là avec le Joker puisque Arthur est mort. Le personnage d'Arthur est mort et quand il meurt, il n'est pas dans son habit de Joker, donc c'est vraiment Arthur. Et un autre Joker renaît en même temps. Oui, c'est Arthur est mort, vive le Joker. Ouais, c'est exactement ça. Donc voilà comment ça se termine. Voilà, encore une fois, moi je trouve que la fin, elle est pas inintéressante en dehors de ce truc-là que je trouve peut-être un peu trop... un peu excessif, notamment le fait qu'il s'ouvre la bouche. Moi, ça, je trouve que c'est pas nécessaire. Mais même si je pense qu'il y a que c'est le seul moyen qu'il a de montrer qu'il va devenir le Joker. Moi, pour moi, il s'ouvrait pas la bouche, mais on avait eu le débat, je crois, à l'époque déjà. Moi, pour moi, comme il le poignarde, il avait du sang sur lui. En fait, pour moi, il se fait le sourire de sang comme le fait Lady Gaga dans un des numéros musicaux, justement. Ah, peut-être. Après, au vu des cris qu'il pousse, moi j'ai un peu cette idée parce qu'il. Pour moi, il est mort de rire, il est pas en train de crier. Mais après, peut-être que. Voilà, vous nous direz en commentaire. On voit tout ce qu'on veut. C'est terrible. Ah, voilà, c'est la première fois qu'on va dire. Dites-le en commentaire. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour le référencement non, mais voilà, le film se termine comme ça. Après, on a droit à un générique qui reprend encore une chanson qui est chantée par Lady Gaga, je crois. That's Life de Frank Sinatra. Voilà, qui est présente à plusieurs reprises dans le film. Une fois. Je crois que dans le générique, il y a une autre fois. Ouais, c'est ça. En fait, Lady Gaga la chante à la fin et on a la version originale à un moment donné dans le film plus tôt, je sais plus à quel moment. Exactement. C'est pareil quand il est au téléphone, quand il attend le verdict, il reprend Ne me quitte pas version anglaise. Du coup. Et avec un moment, il le dit en français quand même. Absolument. Dans la séquence. Donc voilà, encore une fois, on va pas se répéter, ça fait plusieurs fois qu'on le dit, mais moi je trouve que vraiment le film a des vraies qualités artistiques. Mais c'est une copie imparfaite et voilà, voyez-le si vous ne l'avez pas vu parce que mine de rien, vu le score qu'il a fait, il n'y a pas tant de gens que ça qui l'ont vu. Oui. Quand tu compares au premier et puis même tu vois si on prend les chiffres qu'on a l'habitude nous de voir dans les gros blockbusters, parce que même si c'est un film particulier de par son style, ça reste un blockbuster, on peut pas le nommer autrement. Eu égard à ce qu'a été le premier, à l'attente qu'il y avait autour, quand les mecs projettent de faire entre 350 et 450 millions de... Il avait une attente similaire aux attentes qu'on peut avoir pour un blockbuster. Maintenant, je pense qu'il n'était pas catégorisé comme un blockbuster, de la même manière que pour moi, The Batman n'est pas un blockbuster.
Oui, c'est une approche différente. Bon, c'est une approche différente du blockbuster à la limite. Oui, soyons d'accord d'être pas d'accord. On va dire ça comme ça. Est-ce que tu as autre chose à nous dire sur ce merveilleux film, mon cher procureur Merci d'avoir général. été avec nous. Je rendrai mon verdict. Non, mais pour le coup, ça serait marrant. On l'a jamais fait ça, mais je crois qu'on peut faire des sondages sur si vous nous écoutez sur Spotify. Ce serait marrant de voir si vous avez aimé ou pas. Oui, j'aimerais bien voir ce truc. Donc, vous savez quoi ? Allez, je l'annonce, je le ferai. Je mettrai un sondage sur le truc. Dites-nous est-ce que vous faites partie des gens qui ont aimé, des gens qui n'ont pas vu ou des gens qui n'ont pas du tout aimé. Je répète, l'écrasante majorité des gens qui en ont parlé en mal. Donc je pense qu'on n'est pas beaucoup à l'avoir aimé, mais je me sens mal quand tu dis ça parce que je fais partie de ces gens, c'est terrible. Non, mais c'est des choses qui arrivent. Écoute, moi aussi j'ai dit du mal de certains films que tu as aimés, donc voilà. Oui, mais toi tu le fais juste pour me faire chier. Donc c'est pas pareil. Bon. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine. Absolument. Toujours le dimanche 18h. Vous connaissez le rendez-vous. N'hésitez pas à nous suivre sur les différentes plateformes, que ce soit là où vous nous écoutez, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Je crois qu'on va arriver là on doit y être au moment où vous entendez sur YouTube Musique maintenant. Oh. Donc voilà, c'est nouveau si vous voulez nous suivre aussi là-dessus. Je l'apprends en même temps que vous. Voilà. Et puis voilà, suivez-nous aussi sur les réseaux. On a une page Instagram. C'est sympa de venir nous follow, ça nous aide. Et puis ça vous permet d'avoir des petits contenus sympas autour du podcast. Merci à tous. Merci Bastien. Merci Guillaume. Et à la semaine prochaine. À dimanche prochain. Ciao. Salut. Ne passerez pas. Je reviendrai. Tu étais l'élu, c'était toi. Je vous emmerde, je rentre à ma maison. D'accord, faisons comme ça.